Histoire de Gabriel, deuxième partie. Je pense que j'étais vraiment très pressé de vivre cette histoire et que finalement ce que j'imaginais n'était pas très précis. Je pense que je me voilais beaucoup, j'essaie de voir ce qui m'arrangeait de voir en me disant que avec elle, je ferais ce qu'il faut pour la mettre dans de bonnes conditions, je trouverai un appart, voilà, que ça accélérera un peu pour moi une forme de réalisation personnelle. J'ai dû m'inventer un peu cette histoire-là parce que clairement, si je m'étais posé 2 secondes pour réfléchir et faire le bilan de ma situation, j'aurais poursuivi mon voyage en me disant ça aurait pu être une belle histoire, mais soyons raisonnables, épargnons-nous la peine. Voilà. Du coup, donc, les semaines passent et on affine notre programme. Et donc, il arrive le jour où, en effet, il va falloir passer à l'action. Et donc, je dis au revoir à tout le monde. Je me rappelle, c'était un peu déchirant puisque j'avais passé quand même beaucoup de temps. Et puis, j'étais devenu assez proche de tous ces gens avec qui on vivait beaucoup de bonheur. Donc, je dis un grand au revoir général. Et puis, on m'accompagne à la gare. Je prends le train pour Cochin-Ernakulam, qui est à 100 bornes. Et puis, une fois sur place, j'ai pas d'autre mission que d'attendre que la nuit tombe. Et donc, ça a été des longues heures où j'attends à la gare, en fait, parce que je savais pas trop, j'avais pas envie de me balader. J'étais un peu angoissé parce que j'étais en train de préparer. Et donc, j'attends devant la gare que la nuit tombe, prendre cette voiture et aller la chercher en pleine nuit. Et donc, dans cette attente, je vois un type qui traîne avec des enfants, qui ont l'air d'être un peu des enfants abandonnés près de la gare. Et puis, ce type vient me voir, parce qu'il me voit attendre. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Et donc là, je lui raconte en fait toute l'histoire. Je lui dis, voilà, là j'attends que la nuit tombe, et après je vais aller kidnapper une fille, avec son consentement bien sûr, mais voilà, une fille avec qui on a prévu de se marier sans que ses parents nous donnent la permission. Et là il me dit, écoute, je pense que c'est Dieu qui m'envoie sur ton chemin, ne fais surtout pas ça. Ne fais jamais ça. Appelle-les, prends contact avec eux, explique-leur, mais ne fais pas ça, c'est très grave ce que tu vas faire. Je crois que tu te rends pas compte. Et je lui dis, non, je crois que je me rends pas compte, mais je pense que je sais ce que je fais, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de conseils particuliers, tu m'as juste demandé ce que je faisais là, je t'ai juste raconté, donc laisse-moi tranquille. Et puis il a essayé d'insister, et puis il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, mais je t'aurais dit, moi, ce que j'en pense. Je lui ai dit, ok. Donc il est retourné, en fait, il s'occupait des enfants abandonnés, il avait une association, je sais pas quoi. Et donc, je le perds de vue. Et puis là, ça y est, la nuit tombe. Et donc, je me dirige vers un taxi. Puis là, donc, on fait 200 mètres, 300 mètres. Je lui dis, on va à l'API. Et là, le même type que j'avais croisé devant la gare, en fait, j'ai l'impression qu'il tombe du ciel. En fait, il est au bord de la route, il tombe sur le capot et puis il dit Dango, Dango. Il me dit non, n'y va pas, parce qu'il recroisait ma route là dans le taxi. Et j'ai dit au chauffeur drive, quoi. On y va, on l'écrase pas le type, mais on passe, quoi, parce que sinon on va pas pouvoir y aller. Donc voilà, c'était le dernier avertissement concret que j'ai eu venant de l'extérieur. Je me dis aujourd'hui que ça aurait dû me faire gamberger, mais j'avais déjà eu plein de gens qui m'avaient, enfin plein, les 3, 4, 5 personnes à qui j'en avais parlé m'avaient dit ne fais pas ça. Donc là, c'était juste un ne fais pas ça de plus, et il en aurait fallu beaucoup plus en fait pour entraver mon élan. Et donc du coup, je suis parti dans ce taxi. Et c'est vrai que je suis dans un état émotionnel assez particulier, puisqu'il y a j'étais quand même plein d'adrénaline, je commençais à me sentir un peu fébrile. Je me dis, mais je suis vraiment en train de faire ce truc. Je vais aller chercher Bindu, que j'aime, je l'aime à mourir, mais je me rendais compte quand même que je faisais quelque chose de particulier. Et puis le taxi, vous voyez que j'étais un peu nerveux. Et puis les routes en Inde avec les trous, les trucs, il me posait des questions, il me disait, mais où est-ce qu'on va exactement? Parce qu'il était tard. Et il me dit, on va voir qui, enfin, je lui dis, écoute, on va chercher une copine à moi et on repart dans l'autre sens, dans un bled dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. Et puis il trouvait ça un peu bizarre. Il me dit, mais elle est indienne, est-ce qu'elle est indienne, est-ce qu'elle est européenne, et je lui dis, bon, écoute, oui, elle est indienne, ça va bien se passer, je chantais qui. Et puis moi, avec le stress, en fait, j'ai eu mes oreilles qui se sont bouchées. Et donc, je n'entendais plus rien. Donc, quand il me posait ces questions, j'étais obligé de me tirer sur le lobe pour me les déboucher. Donc, il me voyait, lui, en train de me tirer les lobes et un peu nerveux et en train de lui répondre. Donc, il trouvait ça encore plus suspicieux. Donc, il y a une certaine ambiance dans le taxi qui m'amenait à Alapi. Les oreilles bouchées, le cœur qui palpite, et puis ce chauffeur qui comprend qu'on va faire quelque chose de pas clair. Et donc là, on avait rendez-vous en fait sur une route qui mène à la plage, en face d'une sorte de grande porte en pierre, un peu en ruine,
qui donne sur un long terrain vague de sable. Et derrière, il y avait l'entrée de son village. Donc je devais l'attendre sur la route, au pied de la porte en pierre, et j'attendais qu'elle arrive. Et donc je demande au taxi d'éteindre ses phares pour pas qu'on me voit en fait en pleine nuit dans le coin. Alors j'avais déjà dit au revoir à tout le monde. Il faut rappeler quand même, se rappeler que c'est un village, enfin que c'est pas que je peux croiser quelqu'un que je connais. Et donc je demande au taxi d'éteindre ses phares. Et là j'attends. J'ai l'impression que c'est une éternité. Chaque seconde passe comme une année. Et il fait nuit, donc j'attends qu'elle apparaisse. Et là je vois donc à 500 mètres. Le long de cette étendue de sable, je la vois se détacher de l'obscurité d'un coup et qui arrive vers moi et avec 4 sacs plastiques. Donc c'était les affaires qu'elle avait réunies pour le voyage. Et en fait là, je sens en fait là, j'ai l'avertissement de mon corps et mon cœur qui me dit mais est-ce que ce serait peut-être pas une bêtise qu'on est en train de faire? Et je me réalise que c'est vraiment en train d'arriver, qu'on est dans cette situation en pleine nuit, en Inde, elle avec des sacs plastiques, avec toutes ses affaires, terrifiée. Et là, je lui demande quand même pour être sûr, je lui dis justement, mais est-ce que tu es sûr? Je lui demande en anglais, est-ce que tu es sûr? Et elle, pour simple réponse, elle me serre mon bras, elle me fait assez mal. De nervosité, elle serre mon bras, elle me dit, j'ai peur. Et je lui dis, bon, alors on y va. Donc c'était un échange un peu absurde, mais comme si le fait d'avoir dit j'ai peur, ça voulait dire oui et que c'était bon, on pouvait y aller. Moi, dans mon ultime doute, finalement, on était parti, on était dans cette voiture. Et en fait, elle m'a raconté dans le taxi comment elle a fait pour se réveiller, elle, en fait, parce qu'ils dormaient à 3-4 dans une pièce. Enfin, il y avait 2 pièces, ils dormaient à 2-3 dans chaque pièce. Et donc, elle pouvait pas se réveiller sans réveiller sa famille. Donc, elle avait mis le réveil 1 heure avant l'heure du rendez-vous, donc vers 2 heures du matin. Ça a réveillé toute la famille. Elle a dit: «Ah, excusez-moi, je me suis trompée dans le réveil a sonné accidentellement». En fait, elle avait déjà préparé toutes ses affaires. Elle a attendu que toute sa famille, elle s'était laissée 1 heure pour que sa famille se rendorme après ce faux réveil. Et en fait, elle ne s'était pas rendormie et elle a pris, une fois qu'elle s'est assurée que tout le monde ronflait à nouveau, elle a rassemblé 2-3 sacs plastiques avec toutes ses affaires et elle est partie me rejoindre. Donc ça a été son organisation personnelle pour venir me rejoindre dans cette fuite. Et donc on est dans le taxi affolé. Je la vois très apeurée, donc je mets de manière un peu automatique ma main sur sa cuisse pour la réconforter, et main aussitôt qu'elle chasse. Et donc là je me dis: ah oui, en effet on est dans des conditions particulières et ça va pas être forcément très facile. Je savais pas trop dans quoi je m'étais embarqué, mais en tout cas j'avais envie de la rassurer. Je comprenais que les moyens classiques, il allait falloir que je trouve d'autres moyens. J'allais pas pouvoir la rassurer avec un gros câlin. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ça y est, on est parti dans cette course qui sera pas simple, qui sera pas du tout, fluide, et mais qui sera très intense. Et le programme, donc, c'était de prendre un hôtel dans un bled dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, pour pouvoir, depuis ce bled, au petit matin, prendre le premier train pour Delhi. Et donc c'est ce qu'on fait. Alors déjà, dans la voiture, on se demande qui va enregistrer, parce qu'elle me dit: «Tu sais, c'est pas légal de rester dans la même chambre d'hôtel sans être marié». Donc elle se demandait s'il valait mieux déposer la chambre à mon nom, présentant mon passeport, ou au sien. Je crois qu'on a décidé finalement de le faire à son nom. Elle avait été un tout petit peu plus âgée que moi, 23 ans. Moi, j'avais 20 ans, elle devait en avoir 22-23, ouais, 23 ans, je crois. Donc on arrive dans l'hôtel, on était mort de peur, on pensait qu'on allait se faire arrêter, en fait. Dès qu'on entendait une sirène ou quelque chose, un bruit, on pensait que c'était pour nous. Et avec bien cette conscience de faire quelque chose d'illégal et d'interdit. Et surtout, moi, je me rendais compte, puisqu'on était déjà avancé dans la nuit, que très vite, le matin, ses parents allaient se réveiller sans elle, et ça, toute sa famille allait se réveiller sans elle. Donc j'y pensais pas tout le temps, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit en me disant: «OK, on est embarqué quand même dans quelque chose de particulier». Ça impliquait plus de choses pour elle que pour moi, mais au final, beaucoup pour moi aussi, puisque j'avais cette femme à charge, et j'étais responsable de son destin. Puisque ça m'avait été formulé par elle avant de fuir. Qu'est-ce que ça impliquait, cette fuite? C'est-à-dire que, pour elle, c'était un non-retour. Le fait de présenter à sa famille le fait accompli, qu'elle s'enfuit avec un blanc sans autorisation, sans rien, c'est, d'un point de vue, culturel là-bas, une mise en danger, c'est-à-dire que, puisque là-bas tout est basé sur l'honneur, et
Pour elle, ça voulait dire que j'étais le bon et que, elle pouvait pas revenir dans sa famille en disant: «J'aurai une seconde chance». C'était, la honte, ça allait être la honte sur la famille jetée en entier, donc c'était rédhibitoire. C'est-à-dire que c'était, si j'assumais pas Bintou, je pouvais pas la renvoyer chez elle. J'étais obligé de vivre cette histoire avec elle. Donc on finit par s'enregistrer. Alors je sais plus, je crois qu'on a enregistré à mon nom, sans être sûr finalement que ce qu'on faisait était très légal. Et donc on avait peur que le type de l'accueil, te prévienne les flics. On était vraiment pas sûr de pouvoir s'en tirer, si bien. Et puis en fait, bon, la nuit passe, on dort dans la même chambre. On n'a pas eu d'échange, physique. Je crois qu'on a dormi côte à côte, de manière très sage. Je crois on s'était embrassés, qu'il y a eu quelques échanges, mais clairement, on n'allait pas, avoir une relation, charnelle. Elle n'était pas prête, puis elle voulait vraiment se marier, en fait, avant de passer, à l'acte. Et donc du coup, moi, je me suis dit: «Bah, il faudra prendre le temps. De toute façon, on a toute une vie maintenant pour s'entendre». Bon, et donc on est parti pour le train. On a pris ce train et dès le début dans le train, j'ai compris que ça allait pas être simple. Donc on s'est des trains couchettes, c'est 3 jours de voyage. Et faut savoir que le train, c'est une ambiance particulière puisque on passe tellement d'heures que ça finit par devenir un voyage en soi. Il y a une proximité qui se crée avec les on voyageait pas en première classe, et qui se crée avec les locaux. Et puis ça devient une mini, vie en fait, une mini ville, un village dans le train, avec tous les vendeurs, de thé, de nourriture, de choses. Il y a vraiment une ambiance très particulière dans ce train, qui va pas très vite. Et donc les gens posent des questions, sont toujours très curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et là, on savait pas trop ce qu'on devait raconter justement, tous les 2. Mais ce dont je me rappelle, c'est que la première nuit, en fait, on était un peu frustrés de pas pouvoir, être proches devant tout le monde, parce qu'il fallait pas qu'on montre notre, union interdite, aux voyageurs. Et donc malgré tout, dans la nuit, je suis allé la rejoindre sur sa couchette. Donc on a passé la nuit ensemble dans la couchette en me disant qu'au petit matin, je m'arrangerais pour me réveiller assez tôt pour, discrètement rejoindre ma couchette, pour pas qu'on nous voie ensemble, allongés l'un à côté de l'autre. Et bien sûr, en fait, j'ai pas pu me réveiller à temps, donc on s'est fait réveiller par des cris de gens qui trouvaient ça insupportable qu'on partage la même couchette. Et je crois qu'on la traitait plus ou moins de fille de petite vertu. Et puis des amis, enfin des gens avec qui on avait lié connaissance, défendaient. Donc ça a créé un débat, finalement, de société. Donc on est dans cette voiture, et parce que tout d'un coup, une fille lui disait: «Mais tu sais pas ce qu'il va faire de toi après, mais vous, qu'est-ce que vous faites?» Mais c'est parce qu'elle avait expliqué du coup ce qu'il en était. Bintou avait expliqué: «Ben voilà, on est ensemble et on va se marier, et cetera». Et déjà, donc ça a créé des désaccords. Et puis les gens, je sentais qu'il y avait une tension dans le train, où, les gens nous regardaient un peu bizarrement, et puis à la fois des gens qui nous défendaient. Enfin voilà, il y avait une ambiance particulière. Et c'est vrai que j'ai vu ses premières larmes à Bintou. Elle me disait: «Mais qu'est-ce qui m'assure, c'est vrai que tu vas pas m'abandonner un jour? Parce que si tu m'abandonnes, clairement, ma vie est finie». Donc moi, je me rendais compte petit à petit, même si j'étais prévenu avant, qu'en effet, j'avais cette responsabilité-là. Et c'est vrai que je commençais à pressentir que mes épaules n'étaient peut-être pas assez larges. Mais c'était pas le moment de s'attarder là-dessus. Il fallait se marier d'abord, et puis il fallait arriver à Delhi, avant tout. Donc on arrive à Delhi après, 3 jours de voyage. Et donc on prend un hôtel à Delhi. Ça devait être le week-end parce qu'il fallait attendre 2-3 jours, pour que l'ambassade ouvre, et se pointer à l'ambassade de France pour, expliquer notre projet, puis obtenir ce visa. Et du coup, on arrive à Delhi, on prend une chambre d'hôtel. Je suis en train de me demander ce qu'on faisait de nos journées, mais je crois qu'on se baladait, on allait manger, on parlait, voilà, une vie plutôt simple et plutôt agitée, puisqu'on apprenait à se découvrir en fait en direct. Donc ce qui m'a marqué, c'est la première fois où on a mangé ensemble à Delhi, un midi, le 1er déjeuner, où en fait on avait commandé 2 assiettes dans notre chambre d'hôtel. Et puis donc on mangeait, je me rappelle, par terre. Et puis elle m'a tendu en fait sa première bouchée de son assiette, pour que je la mange. Et je lui dis: «Bah, moi j'ai la même chose que toi, vas-y mange, bon appétit». Et elle me dit: «Non, maintenant, puisqu'on est ensemble, la première bouchée de mon assiette sera pour toi». Et j'avais trouvé ça très, très romantique et très beau, et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai bien ma femme en face de moi». Et je trouvais que c'était très charmant.
En fait, ce qu'on a fait, c'est à Delhi, on s'est dit: «Là, on n'est pas en bonne situation pour se marier officiellement, donc faisons une sorte de cérémonie officieuse entre nous, où on se marie vraiment comme ça, de manière informelle, tous les 2 dans cette chambre d'hôtel». En fait, là-bas, pour se marier, ils n'ont pas de bague, ils se mettent un collier. Donc le mari met un collier, autour du cou de sa femme, sa promise, et du coup, j'avais acheté ce bijou pour pouvoir unir notre amour et faire les choses, selon sa culture à elle, voilà. Et donc je lui ai passé le collier autour du cou et voilà, on était mariés, d'une certaine manière, entre nous. Je crois que c'était un moment plein de silence, en fait, donc c'était assez beau. Je me rappelle pas on soit dit juste après: «Ah, je suis super content qu'on soit mariés de cette manière-là». Non, je crois que c'était un moment très solennel et très humble, en fait, et très silencieux, où juste je lui ai passé ce collier et on a dû s'embrasser juste après, et sans voilà, épiloguer plus longtemps sur le sujet. C'était aussi une manière finalement au-delà du romantisme de la situation, c'est une manière aussi de rattraper, de réparer une forme d'illégalité, puisqu'elle s'était échappée de chez elle sans autorisation. Donc voilà, c'est une manière de se mettre peut-être, bien avec, les dieux et puis le cosmos et puis les règles qui régissent tout ça pour, sa culture à elle. Donc du coup, voilà, c'était un moment important, malgré tout. Et à partir de là, donc on s'est accordé le droit, d'aller plus loin, physiquement, ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu je me rappelle de ce moment à l'hôtel où je dévoile, en fait, son corps, où je commence à voir, à soulever, les vêtements, à les défaire, et cetera, et centimètre par centimètre à découvrir, bah, ce qu'était ma femme, en fait, et à me dire à chaque centimètre découvert que c'était fou, que je m'étais pas trompé du tout, et même ça allait au-delà de mes espérances. Elle était, en fait, elle avait un corps sublime, en plus d'être très gentille et très intelligente et très attachante, et elle avait que des qualités, en fait. J'ai pas réussi à lui trouver un seul défaut. C'était une scène, ouais, assez folle de découvrir son corps, en fait. Puisqu'il faut quand même l'avouer, ça faisait partie quand même de mes préoccupations, il fallait que je l'aie, quoi. Il fallait que je la conquière, il fallait que je sache. Arrive le lundi, arrive en tout cas le jour où on arrive à l'ambassade, où on se présente. C'est vrai qu'on a eu vécu quelques jours avant un peu éprouvants, où on devait tirer quand même des tronches un peu blafardes et un peu angoissées, puisque, quand j'ai dit, que lorsqu'on m'a reçu, la raison de notre visite à l'ambassade, donc à savoir, bah, voilà: «Je vous présente, Bintou, je suis un ressortissant français, on voudrait se marier. Elle est indienne et je voudrais l'emmener en France, qu'elle ait un visa, et cetera». On m'a tout de suite dit: «Eh ben, pour des jeunes mariés ou des jeunes qui s'apprêtent à se marier, vous tirez une drôle de tronche». Et donc voilà, j'ai compris qu'on était peut-être sûrement pris par, en tout cas de l'angoisse était visible sur nos visages. Et là, tout de suite, c'est la douche froide, en fait. On est reçu dans un bureau avec un type, assez froid, qui me demande de raconter l'histoire, et donc je raconte, je lui dis: «Voilà, Bintou, on est tombé amoureux, elle s'est enfuie de chez elle et on voudrait un visa pour elle et se marier». Et là, il me dit: «Écoutez, voyez l'armoire, derrière moi?» Donc il me montre une grande armoire, en bois. Je dis: «Bah oui, je la vois». Il me dit: «Bah voilà, c'est rempli de dossiers tels que les vôtres, des gens dans votre situation, et ils vont tous dans le mur». Et là, je dis: «Je comprends pas ce qu'on me raconte là». Et là, il me dit: «Ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous connaissez ses intentions à elle? Est-ce qu'elle est pas avec vous juste pour, avoir un visa, et est-ce que ça va vraiment fonctionner? Vous êtes jeune, et cetera». Et moi, je comprends pas pourquoi on me répond tout ça, et je me dis que le type, il a vraiment pas envie, qu'on soit heureux. Et il me dit: «Bah, écoutez, très bien, moi je peux pas, de toute façon, je peux pas aller contre votre volonté. Vous voulez un visa pour elle, et bah, de toute façon, très bien, on va essayer de faire ça, présentez-moi, donnez-moi son passeport». Je dis: «Mais on n'a pas de passeport pour elle, en fait, elle a jamais eu de passeport. On n'a pas fait la demande», puisque je savais qu'elle avait pas de passeport, mais j'avais demandé à un type, au bled, donc de Alapi, un type de l'entourage de la guest house. J'aurais pas dû l'écouter parce que c'était un héroïnomane qui avait un aigle chez lui et qui m'a dit: «T'inquiète pas, il suffit que tu fasses la demande du visa, tu auras le passeport dans la foulée, ça va être très simple, en 3 jours, c'est réglé». Et en fait, c'est pas vrai du tout, il fallait demander un passeport, c'est au moins 2 mois de délai d'obtention,
Et avant qu'elle ait ce passeport, elle ne pouvait pas faire de demande de visa. Donc là, techniquement et administrativement, on n'était pas bon. On n'était pas bon du tout. Moi, j'étais à Delhi avec Bintou, sans trop d'argent. Mon visa expirait peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Et donc, quand l'ambassade, le type de l'ambassade me dit ça, il me dit, écoutez, je vois qu'une solution pour vous. Donc là, on parle en français. Mais Bintou, même si elle comprenait pas le français, comprenait que ça allait pas comme on aurait voulu que ça aille, parce qu'elle commençait déjà à pleurer. Et je voyais qu'elle me demandait qu'est-ce qui se passe, qu'elle voulait que je lui traduise. Et moi, je lui disais, mais écoute, j'attends de bien comprendre avant de t'expliquer. Et là, le type me dit, écoutez, il n'y a qu'une solution, c'est que vous la rameniez le temps qu'elle ait son passeport, vous devrez rentrer en France. Donc là, le mieux à faire, c'est de reprendre contact avec la famille. Ramenez-la, pas chez elle, mais à la porte de sa région, parce qu'ils vont vous couper la tête. Et puis vous reviendrez quand elle aura son passeport, et vous ferez ça d'une manière plus officielle. Et donc moi, je pars de ce rendez-vous un peu effondré, en devant expliquer à Mbindou ce qu'il en était, en disant, bah là, on n'est pas bon, t'as pas de passeport, c'est 2 mois, moi, je peux pas rester, je peux pas attendre avec toi. Donc, il va falloir qu'on reprenne contact. Et c'est vrai que la famille, il faut savoir qu'ils sont réveillés le matin sans Bintou, ils n'ont rien compris du tout. Ils ont mis 2 ou 3 jours à comprendre que c'est peut-être avec moi qu'elle était partie. Et ils ont écrit, donc elle a une adresse email, et ils l'ont écrit en disant, mais prends contact avec nous, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé des emails, je crois. Au début, on les a eu ensuite au téléphone, et eux, leur discours, c'était rentrer. Vous avez fait une bêtise, mais rentrez, on va en parler et on va voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Alors moi, je ne pouvais pas forcément prolonger. En tout cas, je n'ai pas cherché à voir ça. Et puis, c'est vrai que je me disais 2 mois, je n'allais pas rester 2 mois à attendre sur place. Et puis, je me rendais compte que c'est vrai, s'il fallait qu'on se marie, il fallait de l'argent. Enfin, tout d'un coup, je commençais quand même à rentrer un peu dans le vif du sujet et à comprendre. Parce qu'il y a eu tout le moment avec Bintou, d'effervescence, enfin on peut vivre cet amour, enfin on est ensemble. Et puis en même temps, la réalité qui commençait à se faire de plus en plus visible et à pas annuler cette force d'amour, mais à venir l'encombrer d'une certaine manière. Donc moi, je me rappelle de ce séjour avec Bintou à Delhi comme pas facile. Et on passait un peu du rire aux larmes. On sentait que ça allait pas être si simple. Donc on avait encore des moments de grand bonheur à deux, dans notre intimité, où on riait beaucoup, et puis parfois où on pleurait aussi parce qu'on sentait que peut-être que cette histoire nous dépassait un peu et qu'on avait fait un peu peut-être n'importe quoi. Donc voilà, le plan, on avait repris contact avec la famille, on a dit ok, on rentre et on s'explique. Donc on est resté quand même 2-3 semaines à Delhi, et c'est 2-3 semaines un peu compliquées où j'avais plus d'argent, on allait manger à droite à gauche. Là, j'ai fait l'erreur de boire un verre d'eau dans un restaurant népalais sans demander si l'eau était bouillie au préalable, ce qui fait que je suis tombé malade comme jamais. Donc elle m'a veillé. Et puis comme elle m'a veillé, elle a fini par elle-même tomber malade, donc j'ai dû la veiller. Donc ça nous a retardé un peu dans le retour. Mais bon, voilà, on s'est veillé, on a pris soin l'un de l'autre, et puis on arrivait à s'aimer comme on pouvait. Et puis le retour, donc voilà, il a fallu prendre le train de retour, 3 jours de train, où là on était déjà un peu plus rodés aux ambiances et aux débats de société. Et donc on rentre, c'est vrai, un peu la frayeur dans l'âme. Je me dis, là, il va falloir que j'affronte la famille, tous ces gens avec qui je m'étais si bien entendu d'une manière si légère, sans conséquence. Là, tout d'un coup, j'ai quand même volé la sœur de Ratish, la fille de la maman que j'adorais, du papa que j'aimais beaucoup. Il va falloir que j'affronte tous ces gens. Donc à l'ambassade, ils m'ont dit, n'y allez pas, ils vont vous couper la tête. Moi, je savais quand même que l'ambiance là-bas, c'était pas ça. Et puis de toute façon, je me sentais pas du tout de l'abandonner avant le train ou à la gare. Et il fallait que j'affronte tout le monde, parce que j'étais quand même amoureux d'elle, et il fallait que j'explique mon programme. C'est vrai qu'il y a un sentiment cuisant d'avoir fait une bêtise, mais en même temps, c'était pas la honte absolue, puisque j'étais quand même fort de l'amour que j'avais pour elle. Et si je revenais les affronter, c'était justement pour leur dire que oui, on avait fait une erreur, mais que je l'aimais vraiment, et que c'était très réfléchi, très profond, et que j'allais assumer, et que voilà, malgré ce faux pas, tout allait rentrer dans l'ordre, et que voilà, j'avais un programme maintenant, j'allais rentrer à Paris le temps qu'elle ait son passeport, et profiter de ce temps-là pour travailler, réunir le maximum d'argent, lui en envoyer entre-temps, et puis revenir avec de l'argent pour pouvoir organiser un mariage, parce que ça coûte assez cher là-bas. Et puis, une fois qu'elle était mariée, pouvoir avoir en toute sérénité repartir avec elle en France, à Paris.
C'était la deuxième partie de l'histoire de Gabriel. Écoutez la dernière en ligne, sur Slate ou sur nos autres plateformes. À très vite.